Alors, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on parle de ce sujet, mais il semble bien qu'on soit face à une deuxième vague en Europe et en France. Et tout ça risque de faire caler l'activité. Bruno Le Maire qui admet ce matin effectivement une croissance a priori négative pour la fin de l'année. Bonjour Charles. Bonjour David. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Au-delà de la France, on voit l'Irlande qui reconfine sur plusieurs semaines, reconfinement partiel aussi en Espagne. 6 millions de gens, c'est quand même pas rien. On a un possible reconfinement la semaine prochaine en Belgique. Bref, de restrictions sanitaires en confinement partiel ou total. On imagine bien que ces tours de vis sanitaires, c'est pas bon pour l'activité, c'est pas bon pour l'économie. Non, c'est même très mauvais. On l'avait déjà évoqué. Alors, je dirais qu'on a deux effets. On a les effets microéconomiques et les effets évidemment macroéconomiques. Alors la microéconomie, qu'est-ce qui est touché? C'est évidemment c'est des effets sectoriels. On a tous en tête, par exemple, immédiatement les restaurateurs, donc les restaurateurs, l'industrie du spectacle, etc. Donc l'industrie de l'aéronautique, de l'aviation, donc tout de suite le tourisme, etc. Donc les hôteliers, donc tout de suite on voit. Macroéconomiquement, c'est quelques pourcentages du PIB. Après, microéconomiquement, pour ceux que ça concerne, sectoriellement, c'est terrifiant. Oui, absolument. Sauf que ces secteurs-là, ces effets sectoriels, c'est aussi des effets sociaux. Et donc, attention, c'est pas parce que vous prenez par exemple la restauration et l'hôtellerie, c'est relativement peu de PIB en termes macroéconomiques, mais c'est beaucoup de sociaux, c'est-à-dire c'est beaucoup d'effets sociaux parce que ce sont des secteurs qui sont bien plus pourvoyeurs d'emplois qui ne sont pourvoyeurs de PIB en termes macroéconomiques. Toute la part d'emploi dans chaque secteur n'est pas exactement la même. Et là, en l'occurrence, sur l'hôtellerie et la restauration, on a énormément d'emplois, de l'emploi plutôt peu qualifié. Oui, mais il y aura du chômage partiel. Ça sera pris en charge par l'État. Ça nous renvoie aux effets macroéconomiques qui sont de la dette et du déficit et de la dette. Oui, mais il n'y a pas le choix. Et il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix tout en sachant que, attention, le fait de dire il y aura du chômage partiel, c'est bien le chômage partiel, mais ça ne couvre pas tout, ça ne couvre pas les extras, ça ne couvre pas le noir, parce qu'il y a aussi des petits extras qui ne sont pas forcément toujours déclarés. Il y a plein de choses qui ne sont pas prises en compte par le chômage partiel, donc ça va considérablement augmenter la précarité d'une main-d'œuvre qui est déjà par nature assez précaire. Cette rechute de l'activité, comment est-ce qu'on peut pas la prévoir, mais l'anticiper un petit peu? On a ces fameux indicateurs en temps réel, l'indice de mobilité Google, effectivement, qui apparemment rebaisse, réservation d'hôtels, de voyage évidemment aussi, les paiements par carte bancaire aussi, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire que l'affaissement de l'économie, là, est manifeste, épatant et réel, à moment où on se parle? Oui, bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train de dramatiser? C'est ça le sujet. Ils n'ont pas envie d'aller au restaurant, ils n'ont pas envie de consommer, ils n'ont pas envie de se promener. Le climat est délétère. D'ailleurs, il y a cette histoire de pandémie, mais pas que. On a un climat social qui est également compliqué, qu'on se traîne compliqué depuis plusieurs années. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, vous le voyez par exemple à travers les taux d'épargne qui continuent à augmenter, des Français qui préfèrent même plutôt aller emprunter qu'aller mobiliser leur épargne. Donc, ils préfèrent emprunter avec des taux bas que des épargnés, même si ça rapporte à grand-chose. Enfin voilà, donc on est dans une... Non, mais Charles, cet été, on a vécu une parenthèse enchantée, la consommation repartait, tout repartait. On n'a pas vécu une parenthèse enchantée, on a vécu un sas de décompression qui s'appelait un déconfinement entre deux périodes de confinement. Vous savez, moi je pars depuis le début. Ma vision des choses, c'est qu'on va continuer à alterner des périodes de confinement et déconfinement. C'est ce qu'on appelle la stratégie du confinement en yo-yo. Donc on confine de manière... Alors on confine, on a eu un confinement total au mois de mars. On a déconfiné, ça a fait un sas de respiration pour tout le monde. En plus, à un moment donné où c'était l'été, donc les gens ont un petit peu profité, ils sont partis. Et puis aujourd'hui, on va reconfiner. Alors, on n'appellera pas ça reconfinement, on appelle ça couvre-feu. Mais enfin bon, on aura le droit de tout faire, c'est-à-dire d'aller travailler et puis de rentrer chez soi, mais rien le droit de faire entre. Donc, pas de sport, pas de restauration, pas de spectacle, bref. Donc, si vous voulez, c'est un reconfinement qui ne dit pas son nom, mais c'est un mode de reconfinement quand même. C'est de la réduction de vie sociale. Oui, mais ça évite oui, mais l'objectif, c'est comme d'éviter le reconfinement total. Charles, l'objectif, c'est comme d'éviter le reconfinement généralisé dont
au-delà des effets psychologiques, beaucoup d'entreprises ne se remettraient pas. C'est le message que j'entends quand je reçois les chefs d'entreprise. C'est pas ça, David. Ça c'est le message, ok, mais laissez tomber le message. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que vous avez plusieurs contraintes. La première contrainte, c'est vos capacités hospitalières et vos capacités de réanimation, tout en sachant que quand vous arrivez en réanimation, vous avez quand même entre 15 et 30% de morts. Bon. Donc le mieux, c'est quand même de ne pas aller en réanimation. Puis une fois que vous êtes sorti de réanimation, vous avez des chances importantes de mourir dans l'année qui suit. Et si vous n'êtes pas mort dans l'année qui suit votre réanimation, vous avez de fortes chances de voir votre espérance de vie en bonne santé considérablement chuter dans les années qui suivent. Donc de toute manière, le fait de dire augmentons le nombre de places en réanimation, c'est génial. On peut directement dire augmentons le nombre de places dans les crématoriums et dans les cimetières parce que on sait à quoi ça va mener. Donc la logique, elle n'est pas là. La logique, elle est de dire qu'il faut tout faire pour limiter la diffusion de ce virus. Et donc, ça nécessite, tant qu'on n'a pas, encore une fois, un marqueur de fin de crise, et ces marqueurs de fin de crise, c'est l'immunité collective, la vaccination généralisée avec quelque chose qui marche ou un médicament qui soigne tout le monde. Et tant qu'on n'a pas ça, on est condamné à ces espèces de yo-yo où on va réduire nos interactions sociales ou les augmenter, les réduire ou les augmenter. Et ça, David, que vous appeliez ça confinement, pas confinement, partiel, total, on s'en fiche. Ça, c'est de la sémantique. La réalité, c'est réduction, contraction des interactions sociales et donc contraction de l'économie, puis sas de respiration avec une augmentation de nos interactions sociales, suivie d'une nouvelle restriction. Mais il n'y a pas le choix de ce yo-yo, cette politique de stop and go sanitaire, ce yo-yo, encore une fois. Le gouvernement n'a pas le choix, je veux dire, au-delà. Difficile de critiquer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'il y a comme alternative? Même si on voit que l'impact que ça, notamment, on pense au moral des ménages, des gens, des chefs d'entreprise, ça ne pousse pas à consommer, ça ne pousse pas à investir, ça ne pousse pas à ouvrir des usines. Vous êtes d'accord? C'est dramatique. Ça, on est tous d'accord là-dessus. L'alternative, c'est quoi? C'est de laisser faire le virus. Voilà, mais si vous voulez, alors en fait, non, vous avez deux alternatives. La première alternative, c'est une alternative à la chinoise. En tout cas, le message qui a été véhiculé, la stratégie chinoise, c'est on bloque absolument tout pendant 3 mois. Le confinement, il est juste total de chez total. Ça veut dire que vous pouvez même être amené à mourir de faim chez vous, que si vous avez une crise cardiaque, on ne viendra pas vous chercher, et donc avec des dégâts sociaux, humains qui sont absolument considérables, mais on éradique le virus, puisque si personne ne se voit pendant 3 mois, bah évidemment, le virus meurt de lui-même. Après, on ferme les frontières. Chaque personne qui vient de l'extérieur doit passer 14 jours en quarantaine dans des hôtels, etc. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller visiter la Chine. Si vous voulez aller visiter la Chine, vous commencez par 14 jours dans un hôtel qui est imposé par l'État chinois et dans lequel vous restez à vos frais avec un test à l'arrivée, un test à la sortie. Et donc, au bout de 14 jours, vous pouvez aller visiter la Chine. Donc, vous avez intérêt à avoir 6 mois de vacances devant vous. Donc, aujourd'hui, la Chine est complètement enfermée. Donc, soit on a une stratégie à la chinoise, on ferme tout et on le fait de manière extrêmement violente, soit on a une stratégie qui est ultra permissive, on laisse le virus faire son œuvre et puis on a une approche darwinienne de la chose. Et donc, ceux qui doivent mourir meurent et puis voilà. Et entre les deux, il y a le stop and go. Et entre les deux, il y a la stratégie européenne ou française de stop and go. Et entre deux, vous avez le stop and go. Voilà. Et nous sommes dans une espèce d'entre-deux. Donc, conséquences économiques, on s'oriente vers une rechute de l'activité au 4e trimestre, peut-être même au premier trimestre 2021. Ce n'est pas le scénario que beaucoup de gens avaient en tête. On est dans cette fameuse lettre en W pour illustrer la reprise, puis la rechute, et puis la reprise. Ça change quand même un peu l'équation, là. Hein. Et puis la rechute, et puis la reprise, et puis la rechute, David, jusqu'à ce que nous ayons un marqueur de fin de crise. Et donc, c'est pour ça que j'invite les auditeurs à se focaliser sur les marqueurs de fin de crise, encore une fois, que sont l'immunité collective, la vaccination ou une prophylaxie, c'est-à-dire un médicament qui soignerait tout ça. Donc, résultat, on finit là-dessus. La récession sur 2020 sera plus forte que prévu et la reprise sur 2021 sera moins forte qu'attendue. Oui, voire même la reprise sera négative, puisqu'il y a de fortes chances que l'on commence le début d'année 2021 par une récession importante. Alors bon, voilà, si on ne ferme pas tout, si on n'est pas sur un reconfinement généralisé, alors j'avais toujours dit qu'on serait à moins 11, bon, finalement on s'oriente plutôt vers un moins 10, bon ça c'était sans prendre en compte le deuxième acte de l'épidémie que nous vivons. Donc là, on va pouvoir ajouter, à mon sens, un moins 4, moins 5% max
parce qu'on ne sera pas en confinement généralisé. Donc, ce deuxième choc récessif sera moins important. Donc, on risque de terminer l'année plutôt on était à moins 10, on va rajouter à moins 14% si jamais les choses se passent pas bien. Bon, donc certains disent maintenant la vraie reprise, c'est pas avant deuxième semestre 2021. La vraie reprise, celui qui vous dit ça vous raconte n'importe quoi parce qu'en fait, il n'en sait rien. Moi, je vous dis simplement, on est dans une stratégie de stop and go. Il n'y a pas d'autre solution que cette stratégie de stop and go. Dans l'attente des marqueurs de fin de crise. En attendant les marqueurs de fin de crise. Donc, tant qu'on n'a pas un marqueur de fin de crise, moi, je peux vous dire, troisième trimestre 2022 à 14h15, très précisément, ce sera le retour de la croissance. Mais pas du tout. Bon, le monde entier cherche un vaccin, un traitement. Plus on avance, plus la probabilité de trouver quelque chose s'accroît. Et on finit là-dessus. Ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. C'est pas la probabilité s'accroît. C'est aujourd'hui, on est sur des recherches scientifiques qui sont d'une très grande complexité sur le SARS-CoV-1 qui était le premier coronavirus de 2003. On n'a toujours pas de vaccin. Je sais pas. Aujourd'hui, les meilleurs vaccins parlent d'une efficacité vaccinale de 50%, c'est-à-dire autant dire rien du tout. Et on se pose un gros problème sur la durabilité de la couverture vaccinale. Ouais. Alors, est-ce qu'on va se faire piquer toutes les 3 semaines? Est-ce qu'on doit se faire piquer tous les 2 mois? Je sais, est-ce que c'est possible de se faire piquer tous les 2 mois? On a des essais vaccinaux qui ont été arrêtés parce qu'on a découvert que tout d'un coup, ils étaient absolument catastrophiques et qu'ils étaient extrêmement dangereux. Tous les médicaments qui étaient prometteurs, je pense notamment au Remdesivir, et le Remdesivir, il est arrêté et ça ne sera pas la prophylaxie ni le médicament miracle. Donc en fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Et je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup, à la fois d'humilité, de prudence, de raison gardée. Et donc, on ne peut pas établir aujourd'hui de prévision économique avec certitude, si ce n'est un peu au jour le jour. Là, la certitude, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un deuxième acte. Nous voyons très clairement le nombre de morts qui repart dramatiquement à la hausse. Moi, je peux vous dire que dans mon petit hôpital de province, ça achète une sacrée ambiance quand vous voyez arriver des gars en cosmonautes, vraiment les combinaisons intégrales qui viennent chercher les sacs de gens qui sont décédés du Covid. Je peux vous dire que voilà, ça donne une bonne ambiance dans la ville parce que les gens le savent et que les informations circulent. Donc, c'est une réalité. Ça va être pénible. Le Premier ministre l'a dit, Jean Castex l'a dit sans ambiguïté. Le mois de novembre sera très difficile. On s'oriente vers ça. On aura des restrictions et ça aura un impact dramatique sur l'économie. Ça, c'est la réalité. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Explications et points de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles, bonne journée. À bientôt David, merci.